Et du coup, ben, ma première question serait tout Yes. simplement de te présenter qui tu es. Qu'est-ce que tu fais, ton parcours académique aussi, pour que les gens puissent en connaître un peu plus sur toi. Alors, du coup, je me lance, c'est ça? Exactement. Donc, je m'appelle Sally Ayoul, j'ai 40 ans, je suis basée à Lyon. Qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai deux branches d'activité. Très rapidement, j'accompagne les particuliers sur tout ce qui est sophrologie et thérapie. Ça va. Mais aujourd'hui, on va parler, je crois, de plus ce qui est sur mon autre partie, qui est une grande partie que j'aime beaucoup, 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 qui me passionne, qui est tout ce qui est préparation mentale et émotionnelle avec des sportifs. Sportifs de haut niveau ou sportifs qui veulent améliorer les choses pour eux, préparer une compétition ou autre. Et en fait, je fais aussi de l'accompagnement dirigeant-manager, plutôt dirigeant et top management, à travers aussi des outils de prépa mentale, de la formation, et on va adapter en fait également ce dont ils vont avoir besoin, quoi. Ce que j'aime énormément de toute façon, et je me l'avoue de plus en plus, c'est tout ce qui va être autour du sport, du management, de l'émotionnel, et j'ai une appétence particulière pour tout ce qui est système nerveux autonome et cerveau, parce que je trouve que c'est hyper important voilà, que ça régit plein, plein de choses et que également dans la préparation mentale, quoi. Voilà ce que je fais. Ok, Mon parcours, du coup, c'est ça? exactement. Ouais, mon parcours. Moi, je suis issue du monde de l'entreprise. C'est-à-dire que pendant 17 ans, j'ai fait des études. Moi, quand je suis sortie du bac, j'étais bonne dans plein de choses. Et en fait, je me suis dit, bah, je sais pas trop quoi faire. La seule chose que depuis que je suis petite, que j'aime énormément, c'était le sport. Et il y a un autre truc, c'est que les gens venaient souvent me parler, quoi. Enfin, tu vois, c'était un peu le truc, bon. Et puis, j'ai toujours aussi passionnément aimé les langues. Donc, en fait, je me suis dit, bon, bah, sortir de bac, je vais faire des études de langue, je verrai bien. Il se trouve que j'ai cheminé. Et j'ai continué après sur des études de tout ce qui est gestion d'entreprise trilingue, tout ce qui est voilà, des études en direction management trilingue, aussi de l'assistanat. Enfin, j'ai fait plein de trucs, quoi. J'ai fait plein de trucs. Et j'en ai eu marre, je suis partie vivre au Brésil, c'est-à-dire j'ai tout claqué. Je suis partie vivre au Brésil. Et je suis revenue et j'ai repris un cursus, tu vois, dans une école à Lyon, justement, sur tout ce qui était vraiment gestion d'entreprise, trilingue, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé dans des grandes boîtes, ça me convenait absolument pas. Vraiment, enfin, j'y ai appris beaucoup de choses et c'est des choses que je valorise encore, qui m'ont servi, qui me servent. Mais je me reconnaissais absolument pas dans tout ça. J'ai travaillé dans les services juridiques, dans de l'assurance, enfin voilà, dans des grosses boîtes du CAC 40. C'était génial parce que je parlais toutes mes langues, ou en tout cas un max de mes langues, mais ça me plaisait absolument pas. Je voyais que j'avais aussi beaucoup de stress dans ma vie pro et dans ma vie sportive. C'est-à-dire que moi, je me comparais énormément aux gens, physiquement, sur mes performances, sur tout un tas de choses, parce que j'avais pas encore compris qu'on était tous différents, qu'on avait tous un corps différent, une motricité différente. C'était même, enfin, même des limitations articulaires différentes. Enfin, tout ça, euh, on va dire, j'étais jeune, tu vois, j'avais 24, 25 ans, bref. Et en rentrant du Brésil, au Brésil, j'avais eu des conversations déjà avec certains de mes amis, parce que voilà, sur tout ce qui était sport, enfin, bref, plein de choses, mais on y rentrera, je pense, après, plus dans le détail. Et du coup, j'ai commencé à me former pour moi. Vraiment, à la base, c'était pour moi, sur tout ce qui était régulation du stress, nutrition sportive, plein de choses, en fait, aromathérapie, même pour, bah, tu vois, pour me faire mes trucs, mes préparations moi-même. J'ai fait tout un tas de choses et je me suis formée, en fait, qu'avec des gens top, hyper intéressants, hyper connus, enfin voilà, dans leur domaine. Et ça, c'était hyper enrichissant. J'ai aussi étudié le shiatsu, médecine traditionnelle japonaise, qui m'a vraiment introduit énormément à l'anatomie. Donc, j'ai poussé en anatomie. Enfin, en fait, voilà, j'ai fait plein de trucs. Les gens ils me disaient, mais tu as fait tout ça?
Mais en fait, il y avait toujours un lien, en fait. Après, quand j'ai commencé à me former comme ça, je me suis dit, bon, bah, plus je me formais, plus je me disais, bah, le monde de l'entreprise, c'est clairement pas ce que je veux faire. Je vais voir où ça va me mener, tout ça. Et en fait, ensuite, j'ai fait un cursus pendant 2 ans et demi de sophrologie. J'ai fait en plus coaching aussi. Je me suis formée en coaching. Et puis, je me suis inscrite là dans un diplôme universitaire de préparation mentale aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formée en neurobiologie du système nerveux autonome aussi. Enfin voilà, tout ça m'a amené petit à petit à faire ce que je fais aujourd'hui. Et au départ, j'étais toute timide de le faire, alors que quand je repense, les premières personnes que j'ai accompagnées, c'était déjà des trucs de ouf, avec des championnats du monde de danse à préparer, avec des nages de 5 000 mètres à préparer, avec une tenniswoman, avec et en fait, donc j'avais déjà lancé le cabinet, donc l'aspect particulier. Et très vite, quand je me suis lancée, on est venu me voir. J'avais dit, bah voilà, moi j'ai envie de travailler avec les sportifs. Et très vite, on est venu me voir. Et en fait, ça n'a fait que après être du bouche à oreille. Et aujourd'hui, bah, je travaille avec des sportifs de haut niveau, de très haut niveau. Et voilà. Ok, beau parcours. Et est-ce que, je sais pas si tu peux le dire ou pas, mais des sportifs que peut-être tu as accompagnés ou que tu accompagnes maintenant, est-ce que tu peux un peu bah, dire les noms ou c'est confidentiel? Confidentiel. Confidentiel parce qu'avec certains, je fais de la prépa mentale, mais juste, je ne l'ai pas dit, mais je peux le dire là parce que j'en parle pas énormément plus. Je fais de la thérapie avec certains athlètes. T'aurais dû me demander, sinon j'aurais pu, en amont, j'aurais pu leur demander leur accord, tu vois. Ah ouais, ok, ouais, non, je comprends. Mais qu'est-ce que enfin, mais après, n'hésite pas à me poser des questions, mais du coup, c'est un peu délicat sur la confidentialité. Ah non, En je comprends. fait, et c'est un truc sur lequel je fais hyper attention. Parce que souvent, les gens aussi arrivent et disent, ouais, je bosse avec ci, je bosse avec ça, ou avec lui, ou bah, voilà. Et c'est OK, hein, tu vois, vraiment. Moi, je sais que le retour des sportifs à 98% du temps, euh, et moi, j'ai pas envie d'utiliser leur nom pour ce que je fais, déjà. Mais ça, c'est sincère, hein, vraiment, ça m'intéresse pas. Euh, mais et du coup, les joueurs me disent, ouais, ça me fait un peu bizarre. Mon thérapeute ou mon prépa mental, il m'a dit ça et tout. Alors que du coup, dans mon parcours, en fait, je croise beaucoup de joueurs, d'athlètes. Souvent, je les accompagne pas, mais je les connais ou ils sont accompagnés par quelqu'un d'autre et c'est OK. Tu vois, j'ai un collègue à moi, il suit quelqu'un que je connais très bien qui fait du judo à très haut niveau. Eh ben, bon, par exemple, c'est OK, tu vois. Mais du coup, ce mec, c'est un pote, donc on parle. Et tu vois, son prépa mental, il dit pas qu'il bosse avec lui. Mais il m'a dit, tu vois, il y a d'autres joueurs, par exemple, de foot. Il me dit, ouais, bah ouais, on me demande de faire des rendus vidéo d'avis, de bidule machin. Il me dit, putain, je sais pas et tout. Mon club, il sait pas que je fais de la prépa mentale. Mon coach non plus. Donc, tu vois. Et en fait, moi, je fais attention à la confidentialité. Ouais, C'est un non, c'est truc qui est important. hyper important. Mais je peux, enfin, vas-y, hein, pose-moi des questions après, mais si, ouais, c'est un peu chaud, quoi, pour les noms. Ouais, non, je comprends. Mais du coup, tu es dans quel sport majoritairement? Mm. Beaucoup de football, beaucoup de football. Euh, j'ai aussi triathlète, handball, bah, je t'ai dit nage, danse. Enfin, danse, on a pas mal bossé ensemble. Là, on bosse un petit peu moins ensemble, tu vois, mais c'est, voilà, on est toujours en lien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, foot, danse, course, triathlète, natation. En ce moment, c'est ce que j'ai. Ok, En ce moment, c'est ce que j'ai. Avec une grosse majorité de foot. ok. Et maintenant, j'aimerais un peu savoir, toi, comment tu définirais simplement la préparation mentale? Genre en quelques mots ou brièvement, c'est quoi pour toi les trucs qui ressortent? Ouais. Pour moi, la préparation mentale, c'est d'accompagner l'athlète à mieux se connaître, en fait, pour que derrière, il puisse performer de manière autonome. Bien sûr qu'il y a des outils, bien sûr qu'il y a que chacun même peut créer sa méthode. Mais pour moi, in fine,
c'est que l'athlète, il se sente bien dans son sport pour derrière avoir les résultats qu'il souhaite avoir. Pour Mhm. moi, c'est ça la prépa mentale. Et aussi vraiment avec un abord émotionnel. Vraiment, vraiment. Et tu dirais que c'est enfin, dans quel but les athlètes devraient en faire? Est-ce que déjà pour toi, c'est tous les athlètes peuvent avoir des effets bénéfiques d'être suivis en prépa mentale ou certains athlètes n'ont peut-être pas besoin? Et dans quel but Mhm. Moi, tu vois, quand un athlète il me contacte, je lui donne pas de rendez-vous, si ce n'est un entretien pour échanger, en fait, pour voir s'il a besoin de ça ou pas. Moi, je fais hyper attention aussi, tu vois, quand il y a quelqu'un qui vient me contacter, qui me contacte, que ce soit un joueur, un club, un agent, ou voilà, enfin, ça peut dépendre en fait, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent. Euh, Déjà, je lui dis, attends, on va échanger pour voir ce dont tu as besoin et pour voir si la prépa mentale, elle est adaptée ou pas. Euh, donc, en général, c'est qu'ils identifient qu'il y a un souci, eux ou leur coach ou leur entourage, ou leur famille, des fois aussi, ou leurs agents. Donc, c'est que quelqu'un, ou même eux-mêmes, hein, d'accord, identifient qu'il y a un souci. Un souci, mais on se détend, tu vois, c'est rien n'est impossible, rien n'est insurmontable et tout. Donc, déjà, je leur dis, attends, zen. Et ça va dépendre. Ils vont venir soit pour préparer une compétition, soit parce qu'il s'est passé un truc dans leur parcours plus ou moins récent sportif et qu'en fait là ça peut remonter ou c'est ils identifient qu'il y a un lien et que ça les ralentit dans leur performance. Ou alors ils sentent qu'ils ont une perte de confiance ou une perte de motivation. Donc là aussi, la prépa mentale a toute sa place en fait. Sur l'aspect émotionnel aussi, quand ils sentent qu'il y a un truc qui est pas top émotionnellement parlant, tu vois, qui rentre avec de l'appréhension, que sur un mouvement, une touche de balle ou autre, ils ont de l'appréhension, ou tu vois, ils hésitent, ce genre de choses. Voilà, ça peut se travailler. Mais maintenant, tu vois, quelqu'un qui vient me voir en me disant, ouais, bah, mon coach, il me dit que j'ai besoin de prépa mentale, bah, c'est là où je vais encore plus questionner. Ok, mais toi, en fait, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est entre le regard extérieur qu'on peut avoir, que par exemple, même le staff, et à juste titre, hein, je travaille avec des staffs, c'est important, à juste titre, peut avoir du joueur, l'impression que ce regard, que de, l'impression que le joueur a de ce regard-là, son regard à lui-même, en fait, ça va différer. Donc, l'idée, c'est de mettre tout à plat et dire, OK, bah, soit tu as besoin de prépa mentale, soit pas. Et ça passe par des questionnements. Je questionne énormément. En fait, c'est aussi un travail qui, je pense, si l'athlète ne veut pas réellement le faire, il sera jamais à 100% dans le truc. Ouais, mais grave. Et ça, c'est comme, je pense, tout. Quand on est dans l'imposition, donc vas-y, fais de la prépa mentale, il faut que. Déjà, quand il y a du il faut que, tu vois, c'est voilà. Et moi, c'est pour aller vers l'autonomie. Enfin, j'accompagne les personnes à aller vers l'autonomie. Il y en a que je suis depuis régulièrement, tu vois, mais c'est c'est spécifique ou c'est parce qu'il y a voilà, il y a ce besoin-là. Mais ou parce qu'ils grimpent des échelons aussi, les joueurs. Tu vois, ils ont besoin d'avoir un tu vois d'être peut-être pas toutes les semaines, mais tu vois d'avoir quelqu'un régulièrement pour faire le point. Mais ouais, c'est clair que s'il n'est pas engagé, ça le fait pas. D'office. Et Bah ouais. je me demandais si, est-ce que dans le sport, enfin, je parle mentalement, est-ce que tu peux regrouper plusieurs types, entre guillemets, de personnes d'un point de vue mental où chacun est vraiment individuel, où il y a vraiment des petites catégories que tu pourrais faire, je sais pas, enfin, des catégories en mode, ben, tu vois que c'est souvent les mêmes problèmes récurrents qui viennent. Ouais, ben en fait, là je commence je dis avoir de la data, mais en fait c'est vrai parce que, alors déjà, moi je leur fais passer des tests. Euh, donc forcément chaque résultat est différent d'une personne à une autre. Je n'ai pas encore identifié de problématique spécifique à un public spécifique, à un truc spécifique. D'ailleurs, c'est super intéressant que tu en parles parce que je suis en échange avec quelqu'un qui est dans un grand groupe de foot espagnol et il fait de la méthodologie. Donc, s'il regarde ce podcast, il l'écoute, il va se reconnaître.
Et je pense que je vais commencer à étudier un peu ça. Mais pour l'instant, je ne vois pas de choses qui va émerger de manière très, très prononcée, comme par exemple football, blessure récurrente, ischio, tu vois, ou je sais pas, tu vois, truc bateau, mais basketteur, entorse de la main ou du doigt. Enfin, tu vois, y a pas, j'identifie pas de trucs comme ça parce que chacun, en préparation mentale et dans la vie, chacun, même en thérapie pour les sportifs, chacun a son vécu et chacun vient avec ses propres bagages. Mais ses propres bagages dans la vie d'un sportif, ça va être lui, aussi son entourage proche, famille, mais aussi son entourage sportif, coach. Et ça va conditionner le mental de la personne d'une manière ou d'une autre. Et bah moi, je vois pas d'émergence spécifique. Par contre, ce que j'observe, dans des sports où, par exemple, ils sont pris jeunes et qui sont emmenés dans des pôles espoirs, où ils sont pris jeunes, tu vois, vers 12, 13, 14 ans, et que derrière, ils vont évoluer, on va dire, euh, sans que leur entourage proche, familial, sécure soit présent, là, il peut y avoir des choses qui s'observent par la suite. Attention, on se détend, c'est pas pareil pour tout le monde, mais ça peut être difficultés relationnelles, manque de confiance, addiction, euh, ouais, problématiques relationnelles, ou alors des comportements où du coup, ils vont se donner à fond, mais à côté, ils n'ont pas une valeur d'eux hyper développée. Et voilà. Et aussi, la limite, juste pour préciser, moi, quand je fais de la prépa mentale, je fais de la prépa mentale. Et quand il y a l'aspect thérapie, c'est autre chose, tu vois. Sauf qu'en fait, ces sportifs, souvent, ils ne sont pas pris en charge. Attention, parce que c'est quand même en train de changer. Mais ils ont besoin, tu vois, d'une prise en charge un peu différente. Et je pense, par exemple, tu vois, aux jeunes qui partent à l'INSEP très tôt, aux footballeurs qui partent très tôt, même dans d'autres sports, en fait, où ils sont pris et éduqués ailleurs que chez eux, quoi, tu vois. Mhm. Mais du Voilà coup, ce que j'observe. quand tu fais la différence, la distinction entre thérapie et prépa mentale, si j'ai bien compris, donc prépa mentale, c'est vraiment tout ce qui va permettre des techniques pour optimiser leur performance et thérapie. Enfin, même je trouve ça un peu compliqué d'arriver à réellement scinder les deux, tu vois, parce que peut-être que Ouais. un blocage qui est travaillé en prépa mentale, ben, au final, tu as quand même un petit travail de thérapie pour avoir ce déblocage et passer. Enfin, tu vois, j'ai l'impression que le milieu est un peu dur à distinguer. Et moi, je te rejoins totalement dans ce que tu dis. C'est pour ça que moi, les séances de départ, les premières séances, elles sont méga importantes parce que ça va définir vers quoi on va aller. Par exemple, si la personne, elle vient me dire, bon, on échange, on échange, et paf, on tombe sur quelque chose qui l'aura euh, vraiment marqué, comme un trauma, comme un choc émotionnel, comme un choc traumatique. Là, moi, globalement, je vais quand même plutôt l'inviter à ce qu'on lève ça, ou moi ou quelqu'un d'autre, hein. Je sais que j'ai la capacité de le faire, mais chacun, voilà, ou moi ou quelqu'un d'autre, et donc d'avancer là-dessus et derrière de pouvoir faire de la prépa mentale. Un peu comme, je grossis le trait, voilà, mais comme si tu déblayais un peu le chemin et qu'après tu faisais de la prépa mentale. Mhm. Il y a des personnes que j'accompagne où j'ai jamais fait de prépa mentale, j'ai fait que de la thérapie et vice-versa. Ok. Par contre, moi, je fais bien attention et quand, par exemple, je fais de la préparation mentale avec quelqu'un, je vais l'envoyer voir ailleurs, quelqu'un d'autre, pour s'il y a besoin de quelque chose autour de la thérapie. Parce que c'est hyper important aussi de faire attention. Et et après, voilà, la personne, je peux la voir sur, je sais pas, par exemple, une blessure qui leur a marqué. On va lever le choc traumatique, par exemple, parce qu'il va se créer une inhibition derrière ou une appréhension ou autre. En fait, quand on fait le fil, on voit que c'est là-dessus que ça porte. Et puis après, paf, on fait ça. Et puis après, si elle veut faire de la prépa mentale, paf, on pourra repartir sur de la prépa mentale. Mais si en cours d'accompagnement, il y a des choses un peu comme ça qui s'entremélangent, je dis, attends, stop, qu'est-ce qui se passe là? Et soit on continue en prépa mentale et voilà, et je la renvoie vers quelqu'un d'autre ou vice-versa. Voilà. On fait Ouais. un stop dans l'accompagnement, on fait la thérapie et on reprend, mais après.
Enfin, c'est délicat, mais après, moi, je travaille pas toute seule. J'ai des gens avec qui je travaille, enfin, tu vois, des collègues, et je les renvoie si besoin, tu vois, c'est hyper important. Ouais. Mais du coup, c'est quoi les raisons principales pour lesquelles les athlètes viennent te voir? Eh ben, le mental qui interfère beaucoup. C'est-à-dire que les personnes, elles, euh, elles sont moins dans l'action et plus dans le mental. C'est-à-dire que du coup, bah, sur le terrain, il va y avoir un moment d'hésitation, mais qui va revenir plusieurs fois, que eux peuvent observer, mais aussi le staff, mais aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des analystes vidéo et puis il y a des gens aussi qui regardent les jeux ou la manière de jouer des joueurs et des équipes. Donc, s'ils observent ça, en fait, ils s'en servent, tu vois. Je ne sais pas si ça te parle, ce genre de choses, mais euh, tu vois, c'est la lecture du jeu de l'adversaire, en fait. Mhm. Donc voilà. Donc en fait, il y a des incidences plus larges qu'on ne le croit, hein, enfin, sur ce genre de choses, des mutations, par exemple, hein. En fait, tu es en train de Euh, dire que par exemple, si on voit que c'est un joueur à la vidéo, on voit qu'il est un peu ailleurs et tout ça, eh ben, l'équipe adverse qui a analysé leur jeu peut Ils un peuvent. peu pointer là-dessus en disant là, on voit un petit point faible mentalement de ce joueur-là et donc on Ou sait qu'on doit y aller, quoi. ou peut-être pas mentalement, mais ils vont voir l'hésitation. Ouais. Et ça, c'est au bénéfice du défenseur ou de l'attaquant adverse, tu vois. Bref, si je parle foot là, mais bon. Préparation de compétition aussi, on vient beaucoup me voir pour ça. Là, par exemple, j'ai une jeune femme, préparation d'Ironman, bah, paf, ça tombait à pic. Tu vois, elle a sa petite équipe, enfin pas sa petite équipe, sa jolie équipe dont je fais partie sur l'aspect mental et émotionnel. Et aussi, souvent, ça c'est rigolo, j'ai des gens qui ont besoin de poser les choses et d'avoir des outils, tu vois, pour, par exemple, dans la préparation mentale, on peut parler de tout ce qui est routine. Mais il y en a, on sait tous que c'est une routine sur le papier, tu vois. Tu te lèves, tu fais tes trucs, tu manges bien, tu fais tes séances, enfin voilà. Mais il y en a qui ont besoin de routines un peu autres, tu vois, plus sécurisantes ou, enfin, ça va dépendre. Euh, Et puis, on vient beaucoup, beaucoup me voir pour lever des blocages, moi, en fait. Mhm. C'est le truc, je crois qu'ils entendent parler de moi et les gens viennent me chercher beaucoup parce que bah, du coup, on va venir lever les blocages, on va identifier, lever les blocages, puis en général, ça marche, quoi. Enfin, et que les gens, enfin, ils sont mieux et ils sont mieux et ils se connaissent mieux et ils savent comment réagir et adapter derrière, quoi. C'est le principal. Mais justement, toi, Ouais. comment tu fais pour, par exemple, un joueur qui a le stress d'avant une compétition, enfin, juste avant, je pense, par exemple, je sais pas, moi, ils vont jouer une finale, ben, d'office, il y a un stress qui est présent. Comment toi, tu fais quels outils? Est-ce qu'il y a des outils magiques ou quoi que tu donnes pour justement qu'ils puissent arriver à gérer tout ça et pas se laisser submerger et louper leur finale ou leur gros match juste parce qu'ils sont trop Ouais. stressés? Ou même, je pense, des athlètes, tu dis que tu accompagnes des nageurs, bah, peut-être qu'ils ont moins. Un footballeur va avoir des matchs tous les week-ends, donc à la limite, s'il se loupe une fois, c'est pas encore trop grave, mais un nageur ou des athlètes qui sont olympiques, ben, c'est simple, c'est une fois tous les 4 ans, tu peux pas te louper, donc ton stress est d'office a tendance à être plus important. Enfin, quel outil tu leur donnes pour gérer ça? Ouais, et c'est super que tu prennes l'Olympique parce que j'ai le cas là et c'est hyper intéressant ce que tu dis, ce que tu poses là. Déjà, le stress, c'est qu'il n'est pas là il vient pas du jour au lendemain. On l'a tous déjà entendu, le stress, il est aussi positif, il envoie également des signaux positifs, donc c'est pas un truc à éliminer à 100%. D'ailleurs, c'est impossible, tu vois, c'est impossible. Par contre, il y a des moments de régulation et de dérégulation dans ce stress. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la personne ne va pas le ressentir et il y a des moments où elle va le ressentir. Souvent, moi, je les fais identifier ces moments-là. Qu'est-ce qui te fait stresser? Qu'est-ce qui fait que tu es plus détendu? Mais ça peut être des choses qui ne sont même pas en lien avec le sport. Par exemple, juste voir quelqu'un que tu apprécies avant ta compétition ou 2 jours avant, sans dire de boire ou de manger comme je sais pas quoi ou quoi, mais juste de voir et d'avoir du lien, et bien en fait, ça va les poser, tu vois.
c'est d'identifier quelles sont ces personnes, voilà, enfin, il y a tout un tas de choses. Bref, en tout cas, moi, je questionne beaucoup sur le stress, de comment il naît, ce qui se passe, mais ce qui se passe aussi dans le corps. Parce que quand on est stressé, tu peux te poser la question, parce qu'on a tous vécu du stress, même moi, ça m'arrive. Quand tu es stressé, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ah, tu peux réfléchir 2 secondes, tu dis, ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis il y a ça, tu vois. Et ça va, il y a des répercussions sur ton corps. Déjà, moi, je trouve pas qu'il y ait d'outils magiques, mais je trouve que ça va passer par du questionnement, ça va être très spécifique à la personne. Et derrière, donc, ressort ce qui ressort de tout ça. Et derrière, ça va être de mettre en place les bons outils ou peut-être quelque chose qui va instantanément baisser la dose de stress de la personne, stress négatif ou paralysant ou autre. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être de la respiration, ça peut être un geste, ça peut être un discours interne à se répéter, comme une phrase mantra, j'appelle ça. Ça peut être dans la routine de... D'ailleurs, souvent, mais pas enfin, ça dépend des gens, mais les personnes, elles ont une routine la semaine et elles ont une routine d'avant-compétition ou d'avant-match. Ça, on s'en rend pas spécialement compte, mais moi, quand je travaille avec eux, ils me disent, ah, ta routine, c'est quoi ça? Ouais. Puis, ok, c'est tout. Non, non, mais en fait, il y a celle du match, par exemple. Donc, c'est intéressant. Voilà, donc on va mettre en place quelque chose dans la routine de la personne pour pouvoir venir souffler sur son stress, tu vois, genre l'apaiser. Euh, la cohérence cardiaque, c'est intéressant. Mais pour ça, pour moi, c'est l'expliquer. C'est pas juste dire, vas-y, t'inspires, t'expires. Tu vois, moi, je me suis formée avec un médecin sur ça. Parce que tout le monde parle de la cohérence cardiaque, mais en fait, il y a un vrai effet. Et moi, j'explique du coup l'effet sur le système nerveux autonome, etc. Et tu sais un peu expliquer brièvement pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la cohérence cardiaque. Ouais, la cohérence cardiaque, c'est un état induit par un. C'est un état induit qu'on dit on rentre en cohérence cardiaque. Et c'est un état induit par la respiration. Donc, c'est un nombre d'inspire et d'expire. 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Attention, ce que je dis là, c'est pour ça que je ne veux pas trop. Là, c'est un truc qui va être un peu global. Mais la cohérence cardiaque aussi, elle s'adapte en plus ou un peu en moins selon la personne, selon ce qui se passe pour elle. Juste, il faut faire aussi un peu attention à ça. Mais en gros, tu inspires, tu expires pendant 5 minutes et ça va venir réguler le système sympathique, orthosympathique, pardon, et parasympathique du système nerveux. En gros, notre système nerveux, il a des branches. Moi, je travaille aussi beaucoup sur la théorie polyvagale où on dit qu'on a 3 branches du docteur Stéphane Porges. Voilà, bon, bref. Et sinon, souvent, régulièrement, on entend la branche orthosympathique et parasympathique. En gros, tu compares ça à une voiture, le frein, l'accélérateur. Et la cohérence cardiaque, elle va venir harmoniser les fréquences du cerveau et du cœur par la respiration. Il y a plein d'études sur PubMed, il y a plein de... Voilà, ils ont réalisé quand même pas mal d'études là-dessus. Et ils se sont aperçus en fait que ça venait mettre de l'homéostasie, donc de l'équilibre dans le système nerveux autonome. Et en fait, le stress, il est régulé ou dérégulé aussi dans le système nerveux autonome. Petite parenthèse. Le Du coup, système nerveux autonome, il régule toutes les fonctions autonomes du corps. Donc, la motivation, la récupération, la digestion, enfin, tout ce on fait sans y penser. Tu vois, là, on peut déglutir, il y a les yeux qui se ferment, il y a la digestion qui se met en place, là, peut-être du petit-déj de ce matin, j'en sais rien. Tout ça, c'est aussi le système nerveux autonome qui s'en charge. Et c'est dans les moments de stress, euh, bah, il dérégule, tu vois. Il y a un truc qui monte, ça accélère, et puis derrière, il va savoir redescendre. Et la cohérence cardiaque, c'est un bel outil. Il n'y a pas que ça, hein, mais c'est un bel outil. mais du coup, toi, tu trouves que ça peut être intéressant chez certaines personnes d'utiliser la cohérence cardiaque, genre 5 minutes, en pré-compétition, pré-match, genre juste avant, ou est-ce que le faire juste avant, ça peut avoir cet effet un peu, entre guillemets, d'endormissement ou quoi, qui serait peut-être à l'opposé? Bon, là, tu as dit que ça équilibrait les deux systèmes sympathiques, parasympathiques, mais est-ce que c'est bien de faire ça juste avant sa compétition, genre vraiment juste avant? Ouais, bah moi je te rejoins totalement. Déjà, je le dis, en fait, la cohérence cardiaque, c'est sur du long terme.
sur du long terme. C'est pas tu le fais une fois et basta. Moi, je le fais implémenter minimum 21 jours à mes sportifs, pas à mes sportifs, aux sportifs. C'est pas mes sportifs, c'est aux athlètes que j'accompagne. Je leur fais implémenter ça minimum, ouais, 3 semaines, un mois, voir comment ils réagissent. Tous les jours. Ouais, 3 fois par jour la cohérence cardiaque. C'est pas juste, ouais, c'est pour que ça soit efficace, c'est matin, midi et soir. Ça fait prescription, j'ai horreur de ça, mais ouais, ouais, ça fait effet avec l'entraînement. Pareil, rien, rien n'arrive comme ça. Tout est question d'entraînement. C'est un sportif le sait mieux que quiconque. Tout ce que tu fais, si tu le fais une fois, c'est cool. 2 fois, c'est cool. 3 fois, c'est cool. Mais c'est après que tu vas voir des résultats. J'avais déjà vu, tu sais, ou lu des choses sur la théorie des 5 000 fois, des 10 000 fois. C'est les 5 000 répétitions, les 10 000 répétitions qui font que tu vas pouvoir maîtriser un geste. Moi, j'y crois. Parce que dans mon sport aussi, c'est des choses que plus tu fais, enfin, dans même plein de sports, plus tu fais, plus tu as des résultats. Et déjà, avec la préparation mentale, c'est pareil. Mais avec tout, c'est pareil. Plus tu vas faire, plus ça va rentrer dans un, excuse-moi, dans un mode d'adaptation et d'appropriation. Et c'est là où ça va avoir de l'efficacité, à mon sens. Ça, c'est vraiment perso. Du coup, moi, je ne l'implémente pas juste avant une compète et basta. C'est vraiment au fil du temps. Et on va voir ce qui se passe Hmm. pour le joueur, pour l'athlète. Moi, souvent, je leur fais tous, ils pourront tous témoigner de ça, je leur fais écrire des trucs ou dessiner des trucs. Ils ont leur cahier, tu vois. Et au fait, ils vont noter. Ils vont noter ce qui se passe pour eux. Euh, et en effet, il y a des personnes que j'ai remarquées, même des fois, je peux leur faire un peu de sophrologie. Ils vont avoir tendance à s'endormir. Certains vont avoir tendance à comme s'endormir. En fait, ils s'endorment pas, mais leur corps est tellement tendu qu'ils ont besoin de relâcher. Et quand ils relâchent et que je leur fais contacter la relaxation, qui est un aspect aussi de la préparation mentale, eh ben, ils ont tendance à pouf, un peu comme dormir. Moi, je ne vais pas implémenter peut-être ça avec quelqu'un avant une compète, quoi. Mhm. Si je connais l'athlète et que je sais comment il fonctionne et qu'on aura bien échangé, je ne lui ferai pas faire ça, tu vois. En Parce fait, que il sera bénéfique de tout ça par le travail qu'il a fait durant les jours précédents et tout ça, quoi. oui, et aussi, ça va dépendre de l'athlète, ça va dépendre tu vois, de sa capacité à réguler ou déréguler son système nerveux. Et ça, moi, je trouve que ça dépend vraiment. Tu vois, la cohérence cardiaque, je ne l'implémente pas à tout le monde. Ou alors, je vais le faire implémenter peut-être un temps, voir ce qui se passe pour l'athlète. Puis derrière, il sera autonome. Tu vois, je fais télécharger une appli. Après, il est autonome. S'il veut y revenir, il y revient. Mais c'est un bel outil. Tu vois, si on parle de cet outil-là, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais je vais toujours chercher à adapter. Il y a des personnes, ça va être autre chose. Il y a des personnes, ça va être de la visualisation pure. Ça peut être de la respi, mais une autre forme de respiration, peut-être plus dynamique aussi, sachant que l'idée, c'est d'être copain avec son stress et pas de toute façon, on ne peut pas l'annihiler totalement, c'est plutôt d'être copain avec son stress, d'identifier les moments où il y a ce stress, d'identifier les moments où il y a moins de stress, d'identifier ce qui fait, ce qui impacte, tu vois, euh, voilà, ce qui impacte la personne, quoi. Et on va peut-être plus travailler là-dessus que dire, vas-y, tiens, je te donne un outil gratuit, pas gratuit, mais vas-y, je te donne un outil, fais ça, et puis basta. Moi, je suis plutôt partisane d'aller vraiment creuser selon la personne, quoi. Mhm. Après, c'est vrai que ce qui est top avec la cohérence cardiaque, c'est que ça peut se mettre facilement en place sans trop Totalement. allez, de choses à prendre en compte, quoi. Donc ça, c'est Ah, vraiment. mais totalement. C'est vraiment un super outil, je le répète, hein, c'est top. Et c'est autonome derrière, tu vois. Mhm. Tu installes l'appli, paf, même si tu vas sur YouTube, tu peux faire ça dans le métro. T'es même pas obligé de fermer les yeux, tu vois. Enfin, c'est quand même. Je sais que moi, je l'utilise à titre perso. Mais franchement, c'est génial. Moi, sur des moments de gros stress, pas mal de boulot, pas mal de déplacements,
je le fais, tu vois, dans ma voiture. Et c'est super. Enfin, c'est top. Ouais, non, clairement. Là, on a parlé du pré-compétition. Maintenant, j'aimerais savoir comment tu travaillerais pour justement que le joueur, l'athlète, soit pas stressé pendant son match. Je pense par exemple au tennis, tu vois, un sport dans lequel tu as d'office un moment d'arrêt vu que tu as ton service ou donc tu as le temps de penser à d'autres choses. Et c'est même pas, ouais, c'est même pas au niveau du stress où, oui, tu as ton stress, mais tu peux complètement sortir de ton match, comme tu Ouais. avais dit aussi cet aspect-là. Comment tu travaillerais ça avec un joueur qui justement n'arrive pas. J'ai pris l'exemple du tennis, mais ça peut être au foot ou je sais pas, tu penses à autre chose, même au basket, au lancer franc ou même tu shottes, tu as peu de réussite au début du match, ben là, le shot suivant, tu doutes. Et ça, je connais très bien vu que j'avais ce problème-là. Donc, je pense que c'est d'office, enfin, les sportifs ont ce genre de problème aussi, certains en tout cas. Donc, comment apprendre à gérer ça? Ouais, ben c'est super ce que tu dis. Putain, j'aime bien tes questions. Non, mais c'est intéressant parce que si on prend que ce soit tennis, foot, basket ou autre, moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles je donne des inputs. Déjà, il y a les techniques d'ancrage. Il y a le switch mental, mais on va décortiquer, hein. Il y a donc les techniques d'ancrage, le switch mental et le discours interne. Donc, les techniques d'ancrage, juste pour vraiment être clair, quand tu es un sportif, pas tout le temps, mais en général, tu as ton corps et tu as l'environnement. L'environnement est même la prolongation de ton corps. Par exemple, la raquette, pour un sportif, pour un tennisman, c'est une tenniswoman, c'est un prolongement de son bras. En préparation mentale, on peut, en tout cas, moi, c'est un truc que j'aime bien faire aussi et ça les accompagne vraiment, c'est de mettre peut-être un mouvement d'ancrage avec eux ou, par exemple, le nombre de rebonds du ballon avant de faire le lancer franc ou autre chose, ça va vraiment dépendre, mais de faire quelque chose, d'impulser peut-être un mouvement ou une technique d'ancrage qui peut être vraiment ça peut durer 1 ou 2 secondes pour que le cerveau se mette en mode c'est bon, on y va. En gros, hein, pareil, je schématise, mais par exemple, ok, par exemple, si on prend le tennisman, il va faire un certain nombre de rebonds, mais il va peut-être venir bien sentir la balle, même si c'est 1 seconde, pour se dire ok, je suis bien là, je suis là pour en fait éviter aussi que sa tête parte, comme tu le disais, pendant ce temps mort. D'ailleurs, il y a des temps forts et des temps faibles dans plein de sports. Au foot, il y a du temps fort, du temps faible. Au basket, peut-être qu'il y en a moins du temps faible, mais il y en a. Par exemple, si on prend toujours l'exemple du tennis, ben, il y a le temps faible de je me prépare, j'arme et j'y vais. Euh, sur tout ce qui va être aussi penalty, enfin, même au handball, t'arrives, paf, tu te places, tu vois, tu peux sentir ton ballon, il y a la colle sur le ballon de hand, par exemple, et ça va être de créer, mais avec l'athlète, c'est pas possible que je fasse ça toute seule, impossible. Moi, j'impulse beaucoup que ça vienne aussi des athlètes. Et ben, on va créer un truc, un mouvement, un truc d'ancrage. Je dis un truc, mais ça peut être tellement de choses. Et du Ça coup, peut être de l'ancrage. je te coupe un peu, mais c'est Vas-y, vas-y. un mouvement que tu ancres ou ça Non, peut être aussi parler. Alors, ça, ce que j'allais dire, en fait, l'ancrage, il peut être aussi visuel ou auditif. D'accord? C'est exactement ce que j'allais dire. Donc, euh, ça va dépendre de la personne. Il y a des personnes, elles vont être très dans les sensations dans le corps. Il y en a, elles vont être dans le qu'est-ce que j'entends? Mais peut-être qu'est-ce qu'elles se disent à elles-mêmes, tu vois? Et il y en a, elles vont être dans le visuel. Peut-être regarder en haut à droite. En plus, si c'est sur un terrain connu, je prends le hand, par exemple, ou même le filet, le bout en haut à droite du filet pour le joueur, enfin le tennisman, ça peut être plein de choses. En fait, c'est toujours délicat parce que c'est adaptable à chaque personne, mais en tout cas, il y a différents types d'ancrage. Donc en fait, le but, En- c'est réellement tu te concentres sur
quelque chose dans lequel tu sens un peu de sécurité et qui te permet de te concentrer sur ton moment présent et pas éviter d'aller ailleurs avec ta tête, quoi. Ouais, mais en mettant une intention précise. C'est Ok. pas juste je fais ça pour le faire et puis ça va aller. C'est que derrière, on va travailler l'intention précise. C'est pas je fais ça parce que ça va m'aider à me concentrer, puis à être plus focus, et puis je vais laisser. Non, c'est que ça va être important qu'il y ait une intention précise. Et ça va dépendre du perturbateur de l'athlète. Mais du coup, ça, en fait, euh, parce que d'office que tu n'arrives pas, par exemple, imaginons tu discutes avec un athlète et tu dis, OK, au tennis, bah, toi, ça va être de bien ressentir le contact de la balle avec ta main, mais peut-être qu'il va tester ça et qu'au final, bah, c'est pas ce qui marche pour lui. Donc, est-ce que tu fais aussi enfin, tu lui fais faire des tests, enfin, essais-erreurs pour savoir réellement ce qui fonctionne le mieux? Carrément. C'est pour ça aussi que je te disais tout à l'heure, la cohérence cardiaque, on va le tester un temps et voir. Et si ça fonctionne pas, on fera autrement. Et c'est pareil pour tout. Euh, C'est en intéressant général, parce que, en fait, la en prépa général, mentale, au final, enfin, je te coupe, hein, sorry, mais la prépa vas-y. mentale, au final, t'as aussi des essais-erreurs, quoi. C'est un peu comme l'entraînement. Faut pas voir ça non plus en mode, OK, j'ai un problème, la solution miracle, elle arrivera d'office après 2 séances, parce que toi aussi, c'est aussi des essais, tester, voir ce qui marche le mieux pour toi. Donc, c'est en fait un autre entraînement et pas Mm, juste une solution miracle en une séance, quoi. totalement. Et ce qui va fonctionner à un moment donné pourra ne plus fonctionner au bout de quelques semaines ou quelques mois. Juste ça, c'est aussi un truc hyper important parce que il y a des personnes, elles ont mis en place la cohérence cardiaque pendant 3 mois. Puis en fait, bah, ça va mieux. Bah, OK, déjà, c'est cool. Ou alors, il y a autre chose qui s'est passé. On dit, bah, OK, on va peut-être changer de fusil d'épaule. Et c'est pour ça que, tu sais, tout à l'heure, je te disais, il y a des personnes que je suis peut-être moins régulièrement, genre peut-être pas toutes les semaines, mais il y a des choses qui vont bouger, qui vont évoluer. Un joueur, il peut venir aussi me voir tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais pour travailler sa confiance en lui et dans son sport. Ça arrive aussi très, très régulièrement. Je crois que sur énormément d'athlètes que j'ai eus, il y a quand même cet aspect émotionnel à un moment donné qui vient, dont la confiance en soi, donc c'est de la confiance en soi, c'est aussi une meilleure connaissance de soi, tu vois. Bref, je voulais dire quoi? Oui, il va venir, on va tester des choses, et puis bah, soit ça le fait, soit ça le fait pas. On va tester, on va regarder. Pareil, ce que je te disais, je leur fais passer des tests au départ et puis au milieu ou à la fin, voilà, pour revoir aussi un peu ce qui aura bougé, ce qui aura, ouais, ce sur quoi en fait ça aura bougé, quoi. Ça va? Mhm. Je réponds à ta question ou Ouais, mais vas-y. du coup, là, donc on était parti sur tes techniques où tu t'avais parlé de l'ancrage, tu avais Ouais, parlé donc aussi d'autres techniques. le, deux- ouais, le deuxième truc que moi j'avais envie de dire aussi, c'est le switch mental. Et ça, par contre, ça va dépendre encore. De toute façon, il n'y a rien de figé. Mhm. Euh, L'idée, c'est que la personne, on identifie on peut même dire ses croyances, tu vois, et ces phrases qui vont débarquer déjà de où elles débarquent. Et on va les étudier, ces phrases, on va les observer, mais c'est surtout l'athlète qui les observe. Et derrière, je suis désolée, depuis ce matin, j'ai pris froid, je crois, hier soir. Désolée. Donc, le switch mental, c'est hyper important parce que c'est ce qui va faire que la phrase qui va arriver dans la tête de l'athlète, déjà, elle a une raison, pourquoi elle est là, d'où elle vient. Et on va essayer non pas de l'écraser et de la mettre à la poubelle, parce que c'est le meilleur moyen pour que ça revienne en force, mais c'est plutôt de venir un peu dialoguer autour de cette phrase-là, de cette croyance limitante, de ce truc-là qui se passe dans la tête. Il faut être conscient que ça arrive sur le terrain, ça arrive pendant la pratique, pendant l'entraînement, après l'entraînement, avant l'entraînement. Ces phrases, elles peuvent venir à plein de moments dans la vie du sportif. Donc l'idée, c'est d'observer tout ça. Donc on fait un petit travail d'enquête, d'inspecteur, tu vois, on joue à l'inspecteur avec tout ça. Et derrière, on va venir ramollir cette phrase-là. Et ça va dépendre. Moi, tu vois, je peux utiliser, par exemple, de la programmation neurolinguistique.
des choses qui vont être kinesthésiques ou d'implémenter quelque chose avec le sportif qui va peut être, par exemple, dès que tu chopes cette phrase dans ta tête, remplace par autre chose. Un mot, un geste, une phrase. Et du coup, ça va effectuer un switch mental. Et là, il n'y a personne qui peut le faire à part l'athlète. On va travailler ensemble. Ça dépend, des fois, ça prend 2, 3 séances, tu vois. Mais c'est des phrases qui sont polluantes. Tu vois, tout à l'heure, on parlait du stress, souvent, ces phrases-là provoquent du stress aussi. Donc, vraiment, c'est une composante hyper importante. Donc, on va observer ça. Ça peut prendre, vraiment, ça dépend des gens, hein. Des fois, ils ont du mal. Des fois, les phrases, ils les ont tout de suite. Et paf, on va essayer de créer un switch mental. Donc, voilà. Et ça, du coup, quand tu travailles ça, ça va pas partir du. Enfin, ça va pas se mettre en place du jour au lendemain non plus, quoi. C'est Ça d'office. se travaille. Encore une fois, ça dépend de l'athlète aussi. Mm. De toute façon, les athlètes, quand ils viennent me voir, en général, c'est qu'ils ont envie. J'ai eu 2 personnes où je voyais que, bah, bof, j'aurais dit, bah, on va arrêter, quoi. Tu vois, ça sert à rien de faire un truc, voilà, que t'as pas envie parce que ton staff ou ci ou ça te dit de le faire. Enfin, reviens quand t'es prêt, tu vois, quand t'as envie. Et c'est de l'entraînement. Franchement, il n'y a aucun athlète que j'accompagne ou que j'ai accompagné qui a des résultats sans rien faire. Rien, personne. Ceux qui y font et qui agissent vraiment, qui sont vraiment dans l'action, là, ils vont avoir des résultats. Ouais, Donc, c'est de l'entraînement, de l'engagement et puis, ouais, de la mise en place, quoi, de l'action. ouais. Et on n'a pas parlé de ces sports-là. Je ne sais pas si tu en as accompagné déjà ou si tu en accompagnes, mais tout ce qui est sport automobile ou de la moto de vitesse et tout ça, moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que ces gars-là, mais même que ce soit la Formule 1 ou peut-être qu'ils doivent rester Ouais, concentrés 1h30, mais il y a même tout ce qui est 24 heures du Mans, il y en a qui font des relais de 3-4 heures. J'ai déjà eu en interview quelqu'un qui me disait, ouais, c'était plus de 4 heures ouais, non-stop le soir. Et donc, je me dis, dans ces sports-là, ben, tu peux pas penser à autre chose. Parce que si tu penses à autre chose, ben, tu fais une erreur d'office. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de me dire comment, justement, ils arrivent à être concentrés pendant autant de temps avec de tels impacts sur leur mm, corps, de la chaleur aussi, parce qu'il fait chaud dans la voiture. Enfin, moi, je me dis comment ils arrivent à faire ça, ou dans d'autres sports, ben, peut-être c'est beaucoup plus compliqué parce ici, il y a clairement quasi ben, pas de moment off, quoi. Le seul moment off que je vois, c'est peut-être quand ils vont au stand, quoi, pour changer leurs pneus. Et encore, c'est ouais, je sais même pas s'ils ont le temps de. ouais. Alors, j'ai pas de moto ni de sport automobile. Par contre, je me suis vachement intéressée au truc. Donc, c'est cool qu'on en parle. Moi, ce que j'ai eu, c'est du vélo, notamment par exemple sur des triathlons Ironman, là, comme je te disais, etc. aussi, mais aussi sur des courses de vélo. Peu, vraiment peu, mais j'ai déjà eu. Il y a un truc, moi, qui déjà, je vais parler du vélo, mais ça n'a rien à voir avec la voiture ou la moto. Tu sais pourquoi? Parce que si ils ont une seconde d'inattention, c'est fatal en fait. Hmm. Et c'est des personnes qui travaillent énormément par la visualisation, dont moi, c'est un truc que j'adore, parce que ça permet de faire des choses géniales. Mais eux, alors, peut-être que tu as posé la question à celui que tu avais interviewé, je ne sais pas, mais en général, ils font de la visualisation de circuits. Moi, je le fais, mais du coup, pas dans les sports automobiles ni à risque comme ça. Pour moi, c'est des sports ultra précis où il faut avoir une endurance bien plus présente qu'on ne le croit. Et ils travaillent énormément aussi la concentration. J'ai envie de dire relaxation, mais le fait d'être bien sur la machine, dans la machine, et concentration. Et pour moi, c'est hyper important. Et ils font de la visualisation, mais mon pauvre. Qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Ouais, mais on voit les Euh, vidéos où ils sont là, ils sont même tous les deux, c'est pas enfin, c'est les mêmes, pas les mêmes pilotes ouais, sur le circuit et ils sont là comme ça, juste avec rien, juste les mains comme ça et ils font tac tac les palettes avec le volant juste dans les mains. c'est un truc Et de fou.
Et J'en ai... moi, tu vois, j'adorerais accompagner quelqu'un pour ça. Moi, quand je fais faire de la visualisation à quelqu'un, d'ailleurs, je vois qu'il bouge par moment, tu vois. Personne a les yeux fermés en général, paf, tu vois qu'elle fait ça ou ça. C'est un truc de fou. Ils s'en rendent pas compte. Parce que un jour, j'ai osé demander, je fais, t'as senti que ton corps, il bougeait? Non, non. Ou en danse aussi. Tu vois que la personne, elle commence à faire ça et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce que... Enfin, moi, je sais, mais je me dis, mais est-ce qu'elle sent que son corps bouge là? Et en fait, presque à 100% des cas, ils font, ah non, j'ai pas du tout senti, j'étais dans ma visualisation. Et, euh, et en effet, eux, ils vont encore plus loin que dans plein d'autres sports. Ils visualisent, mais tout. Le circuit, les manettes, le volant, la sensation. Enfin, il y a plusieurs degrés enfin, visualisation, il y a plusieurs choses. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Concentration, enfin, c'est fou. Et sur le vélo, parce que voilà, moi je suis totalement transparente, j'ai jamais eu de sport automobile mécanique comme ça ou moto. C'est concentration, méditation. Je dis méditation, limite vulgairement, mais mindfulness en fait, de rester concentré le plus longtemps possible. Visualisation et, euh, et j'ai envie de dire VACOG, tout ce qui va être visuel, auditif, kinesthésique, de rester en fait dans ton corps, tu vois. Même odorat ou goût, tu vois, tu as un goût quand tu fais de l'effort aussi. Selon là où tu passes, que ce soit même sur un circuit, tu as une odeur, tu vois, l'odeur des pneus. Enfin, il y a plein de trucs où, mais que ça soit concentration, pas déconcentrant. Et moi, ce que j'ai travaillé aussi beaucoup sur des courses très longues où tu vois, ils se font 180 bornes de vélo. Non, mais c'est. Même moi, je me dis, mais waouh, quoi. T'imagines, tu as de la douleur physique à un moment donné, tu as tes mollets qui tirent. Moi, je fais du vélo, je fais du RPM. Je me dis, mais rien que moi, en 1 heure, mes jambes, j'en peux plus. Eux, ils font ça sur 180 bornes, tu vois, Avec le marathon qui avec suit derrière. avec des gens à côté, le risque de chute. Enfin, tu vois, tu te dis, c'est quand même impressionnant. Et je l'ai fait travailler beaucoup sur les perturbateurs externes. En général, on travaille sur les perturbateurs externes, ce qui peut être aidant. Après, tout ce qui va être dans le corps, voilà, pour venir me remettre de l'ancrage et tout. Et derrière, on fait pas mal de visualisation et de mindfulness, quoi, de concentration, tu vois. Ça peut être sur le souffle, ça peut être sur justement les sensations, le vent. Enfin, ça va dépendre parce qu'ils peuvent pas tenir tout le long. En tout cas, c'est quand même difficile. Il y en a qui arrivent, mais tout le long sur un seul point d'ancrage. C'est bien d'en avoir plusieurs. Et surtout que pour un Ironman, bah, d'office, même s'ils sont entraînés, enfin, ils auront des douleurs qui seront présentes. Donc, toi, une des techniques que tu pourrais utiliser, c'est d'utiliser des points d'ancrage durant ces moments-là où peut-être ils ont la tête qui dit purée, enfin, j'ai trop de douleur et ils se laissent trop concentrer, enfin, ils se concentrent trop là-dessus. C'est justement là que tu Mm. utilises des points d'ancrage ailleurs, enfin, extérieurs à ça, quoi. Ouais, et puis aussi la respiration, là, parce que je le travaille là, avec une personne. Respiration aussi. Et d'un peu, enfin, tu vois, dans ce que je te propose, ce que je proposais là tout à l'heure, ça peut être aussi le switch mental, mais ils vont alterner en fait. Souvent, ils alternent. Ils me disent, bah voilà, j'ai fait ça, puis après j'ai fait ça, puis et c'est OK en fait. L'idée, c'est qu'ils aient plusieurs ressources pour pouvoir les utiliser dès qu'ils vont en avoir besoin et qu'ils vont mettre à disposition et qu'ils vont utiliser celle qui va être la plus OK au moment où ils en ont besoin. Mhm. Donc après, ils sont autonomes, tu vois. L'idée, c'est vraiment que l'athlète, le sportif, soit autonome et qu'il puisse utiliser ce dont il a besoin quand il en a besoin. Ça, Ouais. c'est la base. C'est hyper important. Donc Mhm. ça peut être la respi, ça peut être l'ancrage kinesthésique, auditif, ça peut être plein d'autres choses, mais en tout cas, visualiser avant ou même pendant, il y en a, je me dis, quand je commence, je me vois visualiser que j'arrive à la fin, tu vois. Et ça, que je réussis en tout cas. Et ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, tu avais un peu anticipé une de mes questions, c'était justement de parler de tout ce qui est visualisation, Mm. imagerie mentale. Déjà, est-ce que c'est la même chose? Je suis même pas certain. Si? Ouais, bah moi, j'utilise visualisation plus pour un peu vulgariser le truc, mais en général, c'est de l'imagerie mentale, en prépa mentale. Mais c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est un terme, quoi. Et ça, tu l'utiliserais dans n'importe quel sport, tout ce qui est visualisation?
Parce que Moi, par je exemple, l'utilise tout le temps. ouais, dans les sports, enfin, dans par exemple, ouais, les pilotes automobiles, ça, on voit clairement bien et tout, mais même dans le foot et tout, quoi, tu visualises, genre, je sais pas, en fait, tu visualises, enfin, ils visualisent eux-mêmes en train de faire des choses qu'ils doivent répéter régulièrement au match, quoi. Ouais. Moi, la visualisation, c'est un des piliers de la préparation mentale. En tout cas, l'imagerie mentale, pour moi, elle est vraiment importante. Elle a une super belle place. Surtout que moi, par exemple, je travaille en visio. Je vais Mhm. les voir, les athlètes. Ils viennent me voir. On travaille. Des fois, ils viennent de loin. Des fois, je me déplace. Mais quand ils sont loin, bah, on a besoin aussi de trouver une manière de travailler. Tout se fait en visio. Et je trouve que l'imagerie mentale, en tout cas, bah, pour moi, c'est un pilier, en fait. Mais même sur quelqu'un qui fait de la rééducation, j'ai des personnes, des préparateurs physiques, des kinés du sport avec lesquels je travaille et j'impulse de l'imagerie mentale pour, pour les aider à revenir ou à retrouver ouais, des sensations, retrouver, recontacter des sensations qu'ils ont déjà eues sur un quadril, par exemple, et qu'ils auraient un peu oublié parce que le muscle est traumatisé. Et aussi, ça a un effet euh, psycho-émotionnel positif, tu vois, de renforcement du positif. Alors que le sport, faut pas se leurrer, ça fait mal, hein. Ça fait mal au corps, ça fait mal aux articulations, mentalement, moralement, ça fait mal. Tu vois, il y a toute une adaptation. Alors là, si je parle des sportifs de haut niveau, parce que c'est aussi un public que j'ai beaucoup, mais c'est pas de la restriction, hein, tu manges bien, voilà. Mais c'est quand même de l'implication quotidienne dans le sport, dans tout, dans le sommeil, la récupération, l'hydratation, l'aspect psychologique, il y en a, ils vont voir des psys, ils ont bien raison. Il y en a, ils vont voir des préparateurs mentaux, ils ont bien raison. Le physique, des fois, ils se rajoutent quelqu'un qui va les aider sur un plan physique. Voilà, s'ils ont une blessure, ça va être le kiné. Enfin, tu vois, il y a quand même une grosse, il y a un gros, c'est eux, et puis leur vie, elle est, enfin, le sport, il est en eux, quoi, et autour d'eux. Et je trouve que, enfin, voilà, quoi, c'est vraiment, et la visualisation, euh, déjà, c'est un temps de pause aussi pour eux et de mobiliser le positif ou de revenir sur du positif ou de redire au corps, tiens, tu as vécu ça de positif. En gros, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, tu vois. Où ça va être, ok, tu vas ajuster ton geste, ok, on va le visualiser pour commencer à initier l'information dans le corps et on va voir ce qui se passe concrètement sur le terrain ou à l'entraînement. Et c'est super intéressant. Est-ce qu'on pourrait, je viens de penser à ça, est-ce qu'on pourrait dire que se visualiser en train de faire des choses peut remplacer une partie de l'entraînement? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que tout ce qui reste dans la tête. Mais à un moment donné, c'est bien que ça descende dans le corps. Mhm. C'est-à-dire que tu peux pas visualiser que tu réussis 100% de tes paniers sans aller les prouver derrière. Tu vois, par exemple, tu te mets un challenge de 20... tu fais du basket, hein, c'est ça? Ouais, j'ai arrêté, mais j'en Enfin, faisais. oui, voilà, je me rappelle, parce que quand on en avait parlé, il me semblait. Euh, Tu vois, tu te dis, bah allez, je me mets un challenge de 20 shoots. Et sur les 20 shoots, ouais, on peut même faire 10. Sur les 10 shoots, et tu travailles avec ton préparateur mental ou tout seul. Et tu travailles ton truc et tu te visualises en train de réussir 10 shoots. Tac, tu les fais, bam, ok. Mais si tu vas pas les faire en vrai, comment tu sais que tu as réussi? Comment tu sais que ça a fonctionné? Comment tu sais que tu vas améliorer quelque chose? Ou comment tu sais pas en fait. Mais est-ce que tu travailles aussi sur terrain? Par exemple, Oui, tu visualises et puis ensuite il shot. ouais, ouais. Quand je peux, oui. Quand je peux, oui. Ils sentent la différence. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux. Ils sentent la différence, tu vois. Ils sentent la différence sur, ça va dépendre sur de l'amplitude de mouvement,
Et moi, tu vois, ça, je l'ai fait pour moi. Euh, Là, par exemple, sur le DU dans lequel je suis inscrite, ils nous ont fait le test, tu vois. On nous a fait faire méditation. Et puis après, l'idée, c'était de faire un mouvement. Et, et c'est marrant parce que le mouvement, il était plus conscient pour moi, hein, je parle pour moi. Et puis aussi, je me suis, tu vois, j'y pensais ce matin parce que je savais qu'on allait se parler aujourd'hui. Voilà. Et donc, moi, j'ai une opération du genou où j'ai galéré derrière avec une algodystrophie derrière. Et donc, hier, j'ai fait 2 grosses séances vraiment de sport. J'ai mal partout, en fait, là. Euh, et du coup, parce que j'ai eu une algodystrophie qui fait que je ne sens plus mon quadri gauche. Très bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Donc, j'ai fait plein de trucs dessus, tu vois. J'ai fait de la neuromotricité, j'ai fait plein de trucs. Et quand même, je me suis dit, bah, ok, c'est toujours un petit peu galère. Il y a toujours même une petite douleur résiduelle. Par contre, je ne peux pas faire, ne pas faire de sport. Pour moi, c'est impossible. Donc voilà, je me suis mis 2 grosses séances hier et avant-hier. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que, mine de rien, j'ai récupéré plus vite que ce qui était prévu? Parce que mon chirurgien, ma kiné, mon médecin, sur de l'algodystrophie, tout le monde dit, on ne sait pas traiter. Moi, j'ai fait mes propres trucs, hein, tout ce qui était naturaux, des trucs naturels, l'acupuncture, et j'ai fait vachement de visualisation, en fait. Et ce matin, je m'en suis souvenue. Et ce matin, je me suis dit, je vais réenclencher de la visualisation, soit toute seule, soit je vais demander à quelqu'un de m'aider, parce que moi, j'ai pas de souci avec ça, pour refaire des séances, pour pouvoir repasser un autre palier, parce que je vois que là, hier, ça ne le faisait pas, quoi. Et je me suis rappelé que j'ai fait énormément de visualisation, que ça m'avait vachement aidé. Par contre, derrière, tu peux pas juste visualiser et puis basta. C'est à mon sens, et même celui qui proposerait ça, ça serait un peu gros, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tu fermes les yeux, t'imagines que tu es chez les bisounours, c'était chez les bisounours. Ben en fait, non, parce que derrière, c'est de l'entraînement. Et si pareil, tu le fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, ouais, pour moi, les joueurs, ils ont leur séance, ils les refont. Mhm. Ils refont, ils refont. Même moi, je refais, je refais, je refais. Et non, moi, je pense que c'est important de. Tu peux pas faire de la visualisation et être le meilleur après, quoi, tu vois. Ouais, bah, ouais, non, ça paraît C'est du logique. travail. En plus. C'est du travail aussi. Impossible. Et maintenant, ma dernière question, ce serait de savoir si, là, on parle de prépa mentale individuelle, est-ce que ça t'arrive aussi de faire des exercices en groupe? Donc, je pense par exemple à une équipe où toute l'équipe, tu la prends en charge et tu fais certains exercices. Et si oui, quel type d'exercice? Ouais. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait. Je le fais encore. Et ça va dépendre de la demande du. Ça va dépendre de la demande. Je vais prendre un exemple concret. J'ai fait ça avec l'équipe de France de danse. C'était quand? C'était il y a peut-être un an là. Je prends cet exemple-là parce que on est passé par plusieurs étapes. Déjà, bah, du coup, on s'est un peu tous présentés, du machin, bref. Et en fait, ça va dépendre de la demande. Si la demande est de faire de la cohésion, attention, moi, je suis pas en mode oui, on fait des jeux et basta. C'est que derrière, il y a une analyse qui vient de la part des joueurs. En fait, on va faire une activité, mais quelque chose de concret qui soit peut-être pas que dans leur sport. Ça peut être un truc totalement différent. Ça peut être un truc se focaliser sur eux. Par exemple, tu vois, leur faire amener un objet qu'ils aiment bien, en parler, etc. Ça peut être peut-être paraître débile, mais il va se créer un truc autour de l'équipe. Ils vont peut-être mieux se connaître, peut-être se dire, ah, mais lui, il fait comme moi, ou enfin, se créer des liens entre eux, si c'est pour parler de cohésion, d'accord, hein. Mhm. Et derrière, je vais les faire analyser eux-mêmes le truc. Je peux donner des inputs et tout. Voilà. Si c'est, ça peut arriver des tensions dans l'équipe aussi, ben, on va faire différemment. Si c'est pour encore plus fédérer l'équipe, ça va être aussi différent. Euh, Moi, en général, je leur fais faire aussi quand même, je leur donne des outils de respiration, régulation du stress en équipe.
Je leur donne aussi des... Ils peuvent créer le temps de de notre intervention. Ils peuvent aussi créer des choses entre eux, comme des mécanismes entre eux qui vont pouvoir réactiver pendant un match, par exemple. Voilà, ça va aussi être le moment de les faire exprimer, de leur faire exprimer un peu leurs émotions. On se détend, ils ne sont pas obligés de raconter leur life et de faire euh, un harakiri en mode «Oh mon Dieu, je vais pas bien». C'est pas ça l'idée, c'est plutôt de renforcer le positif. Et vraiment, ça va dépendre quand même de la demande de l'équipe, du coach. En général, c'est souvent impulsé par les coachs et le club, ça. Ouais. C'est pas les joueurs entre eux qui se disent, ouais, on va faire ça. C'est souvent le. Mhm. Et après, après c'est quand même de valider avec les joueurs que c'est OK pour eux qu'on fasse tout ça. Et on y va. Hum, Moi, je laisse toujours la porte ouverte après en individuel. C'est-à-dire que si la personne, elle a un truc à dire à la fin de la séance qu'on aura faite en collectif, moi, je suis toujours dispo pour eux parce que je trouve que c'est important. Et voilà, ça Ouais. répond à ta question. Ouais, donc en fait, ça peut se faire, mais bon, le principal du travail se fait quand même, je pense, en individuel et c'est plus logique parce que tu peux plus cibler le travail en fonction de la personne. Donc, mais c'était pour savoir si ça se faisait aussi en Ça collectif. se fait, ça se fait, ça se fait. Et tu vois, par exemple, là, je pense à une équipe de foot féminin là que j'avais. Ça a quand même, ça a quand même des vertus aussi de souder l'équipe, de créer un mental d'équipe aussi. Parce que tu vois, il y a des équipes de foot, notamment, parce que je vais souvent voir des matchs et tout, on voit bien qu'il y a, en fait, si l'équipe, elle tient pas ensemble, ça tire. Tu vois, si tu en as un ou deux, ok, qui sont deux ou trois, allez, qui sont pas top top au niveau mental, bah, ça va influer sur l'équipe. Mais du coup, c'est intéressant aussi avec l'équipe d'aller voir pourquoi ça tombe, quoi. Qu'est-ce qui fait que ça tombe? Est-ce que c'est un manque de motivation, un manque d'engagement? Est-ce que c'est des directives qui sont peut-être pas comprises ou qu'on n'a pas envie de mettre en place? Enfin, ça va vraiment dépendre, quoi. Mhm. Et c'est bien aussi sur des sports co, à un moment donné, d'aller le voir. De se dire, OK, en fait, là, on a envie d'aller plus loin. Vous voulez aller plus loin ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est aussi important pour la dynamique de groupe, tu vois. Mais ça dépend de la demande. Ouais, C'est ouais, vraiment, ça clairement. va dépendre de la demande, quoi. Clairement, Voilà. clairement.